Bonjour mes amis et bienvenue. C'est lundi, alors bon lundi à vous. Aujourd'hui est le jour que j'attends depuis 1 an et demi, depuis tout ce temps. Je suis allé en Ukraine en juillet 2024 avec ma femme pour notre lune de miel et pour la mission finale d'identification. Là-bas, j'ai commencé à écrire ce livre et il est prêt maintenant, prêt pour vous. Déjà disponible aux États-Unis et en Europe, vous pouvez l'obtenir où que vous soyez dans le monde. Il suffit de vérifier le lien dans la description sur store.com/book et d'aller vous procurer ce livre pour vous-même. Maintenant, voici tout ce que j'ai fait en Ukraine, même certaines missions secrètes dont je ne pouvais pas parler à l'époque. Mais nous pouvons en parler maintenant puisqu'il y a des missions de coopération avec la direction principale du renseignement et le service de sécurité d'Ukraine. Dans ce livre d'ailleurs, ce type juste ici, le chef du groupe Alpha du service de sécurité d'Ukraine. Alors allez-y, amusez-vous à le lire et vous saurez tout. J'ai pu le faire en Ukraine grâce à votre aide puisque vous avez fait des dons pour toutes ces 8 missions en Ukraine. Procurez-vous le produit en utilisant les liens dans la description. Nous commençons aujourd'hui avec une nouvelle fantastique et une première dans l'histoire car un F-16 ukrainien a réussi à abattre un Su-35 russe. Maintenant, le F-16 ukrainien est un vieil avion. C'est un avion qui date d'il y a presque 2 générations. En fait, il date de 2 générations. Un Su-35 russe, cependant, est l'un de leurs chasseurs bombardiers les plus récents et le F-16 l'a abattu. Nous savons maintenant comment cela s'est produit. Ne t'inquiète pas, nous avons aussi une confirmation visuelle parce que si tu regardes cette vidéo, elle vient en fait d'un pilote d'hélicoptère russe qui tourne autour. L'endroit où le Su-35 a atterri ou s'est écrasé a été complètement détruit. Voilà à quoi cela ressemble. La frappe a eu lieu près de la frontière russe à Koursk avec le soutien d'avions Saab 340 suédois qui ont fourni des données de ciblage en temps réel. Voici maintenant l'avion de détection et de contrôle précoce de la société suédoise Saab. Cet appareil peut détecter des cibles aériennes à plusieurs centaines de kilomètres sans être repéré par la cible et il peut communiquer en temps réel avec le F-16. C'est ainsi qu'ils ont repéré le Su-35 et c'est ainsi qu'ils l'ont ciblé. Les experts qualifient cela de percée. Le système ADWO-AC suédois a permis au F-16 de frapper avant que le Su-35 ne sache même qu'il était attaqué. Si l'Ukraine continue de neutraliser l'aviation et les systèmes de missiles russes, la guerre pourrait enfin basculer en faveur de l'Ukraine. Je dois aussi dire, revenons sur le terrain. C'était une interaction très dangereuse parce que le F-16 a utilisé un missile AMRAAM. La portée de ce missile n'est pas suffisante pour faire cela régulièrement si vous mettez des F-16 ukrainiens régulièrement, même à la portée des missiles AMRAAM. Il reste tout de même trop proche des capacités de défense anti-aérienne russes et des chasseurs russes. Au final, malheureusement, les statistiques montrent qu'ils perdront des F-16 s'ils effectuent ce genre de mission régulièrement, mais celle-ci en particulier est un immense succès. Donc le Su-35 est un avion de chasse multirôle de génération 4++. Il est équipé de moteurs L-40 et un F-1S avec poussée vectorielle pour une grande maniabilité et d'une avionique moderne, y compris un radar capable de détecter des cibles jusqu'à 400 km. Eh bien, il n'a pas pu détecter le F-16. L'appareil peut transporter jusqu'à 8000 kg d'armement, y compris des missiles air-air et air-sol. Il est considéré comme le modèle de transition entre le Su-27 et le Su-57 de 5e génération qui n'existe pas et n'existera jamais. Et voici une autre vidéo du Su-35 en train de brûler au sol. Ce qui est toujours un spectacle magnifique à voir et c'est vraiment agréable à regarder. Mes amis, beaucoup de personnes ont tendance à me contacter pour apprendre à exprimer ou à communiquer leurs idées sous forme de vidéos complètes, comme je le fais, du genre que vous avez toujours voulu créer de la manière la plus fluide et intuitive possible. Quel que soit votre niveau de compétence, InVideo Intelligence Artificielle vous permet de faire exactement cela. Il vous suffit de taper l'idée sur laquelle vous souhaitez créer une vidéo. C'est vraiment révolutionnaire. Par exemple, j'utilise cette instruction « Fais une vidéo d'1 minute sur ce qui se passerait si le système fiscal cessait d'exister aujourd'hui ».
Et si tu te réveillais demain et que les impôts avaient disparu? La fermeture des hôpitaux et des écoles priverait des millions de personnes de soins de santé et interromprait l'éducation d'une génération entière. Les services d'urgence disparus. De là, vous pouvez affiner votre vidéo et la monter en utilisant des commandes textuelles simples via la boîte de commandes d'édition. Par exemple, intensifier la vidéo. Non seulement cela, mais vous pouvez aller encore plus loin et cloner votre voix afin que toutes les vidéos que vous créez puissent être narrées avec votre propre voix. Contrairement aux outils vidéo traditionnels avec des courbes d'apprentissage abruptes qui ne résolvent qu'une partie de votre processus de création vidéo, InVideo est le partenaire créatif que vous avez toujours voulu. Il élimine toutes les frictions et vous place dans le siège du réalisateur, permettant aux utilisateurs de se concentrer entièrement sur leur vision et leur idée. Pendant qu'InVideo Intelligence Artificielle fait tout le travail difficile, vous pouvez essayer InVideo Intelligence Artificielle gratuitement. Cela vous fera économiser des centaines de dollars que vous auriez autrement dépensés pour le montage, l'animation et d'autres coûts de production. Merci à InVideo Intelligence Artificielle pour le sponsoring de cette vidéo. Mais mes amis, ce n'est pas la seule nouvelle choquante d'aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, premièrement, parce qu'il y a l'opération Toile d'araignée 2.0. C'est bien sûr l'attaque toile d'araignée du 1er juin 1.0, où les FBV ukrainiens bon marché ont détruit un tiers de la flotte de bombardiers nucléaires russes. Eh bien, il s'avère que ce n'était pas la seule opération toile d'araignée. Cette information provient d'une chaîne Telegram russe et ils affirment « Je vais vous la lire ». C'est fou puisque je n'ai ni photo ni vidéo à vous montrer, mais les Russes eux-mêmes en parlent. Je vous laisse décider si c'est vrai. Si c'est le cas, ça va vous épater. Encore une bourde impensable de la part de nos services spéciaux. Il n'y a plus aucune raison de rester silencieux. L'ennemi a détruit une locomotive avec des chars et des dizaines de véhicules blindés. À un moment donné, les trappes par lesquelles le grain est versé ont commencé à s'envoler des wagons de chemin de fer comme les wagons trémies ou les wagons céréaliers. Pendant leur déplacement, des drones émergeaient de ces trappes pour attaquer les équipements et les voitures présents sur la plateforme. Quel génie a eu l'idée de combiner un train d'équipement avec des wagons céréaliers? C'est un mystère. On ne sait pas non plus comment le service de sécurité d'Ukraine a réussi à cacher des drones, mais voici le résultat. Le premier coup a été porté à la locomotive, après quoi le train a commencé à perdre de la vitesse et a été arrêté. L'ennemi a détruit la plupart des équipements sans aucune entrave. L'opération Toile d'araignée 2.0 permet de regarder exactement ce que le service de sécurité d'Ukraine affirme. Ils ont détruit une locomotive ferroviaire, 13 chars, 7 systèmes d'artillerie et 103 unités de matériel automobile et blindé. 10 wagons-citernes transportant environ 150 à 72 000 gallons de carburant. Il n'y a pas de photos ni de vidéos. Comme je l'ai déjà dit, je veux dire, le service de sécurité d'Ukraine a l'habitude de les publier lentement, petit à petit. Pour maintenir la guerre de l'information, garder l'aspect informatif, l'effet de ces missions aussi longtemps que possible pour les diffuser lentement. De nouvelles images de la première attaque contre les bombardiers en juin continuent d'arriver. Nous n'avons rien reçu à ce sujet, mais oui, la Russie utilise des trains et des quais de gare. Ils mettent simplement leurs véhicules et leur artillerie dessus, ils les attachent et les déplacent ainsi. Et ils avaient des wagons à grains ou des trémies à grains sur le même train. Je ne sais pas pourquoi, les Russes ne savent pas pourquoi, mais c'est là que le FSBU ukrainien a caché ses drones et a frappé tout le convoi en commençant par la locomotive. Comme le montre ce graphique des pertes, le service de sécurité d'Ukraine le signale effectivement. 166 véhicules et citernes à carburant, 52 véhicules blindés de transport de troupes et 15 chars. Et c'est une belle chose à voir pour un lundi pour quiconque. En lien avec Toile d'araignée 1.0, voici une autre nouvelle concernant la réaction de la Russie. Comment réagissent-ils si un tiers de leurs avions les plus chers et les plus rares sont réduits en miettes?
Eh bien, la Russie a déplacé des bombardiers Tu-160 sur 6600 km depuis l'Ukraine jusqu'à Anadyr, à seulement 500 km de la frontière américaine. Elle l'a fait après que la frappe de drones ukrainienne du 1er juin a détruit 41 appareils. Que ce soit 41 ou 20, c'est tout aussi grave et mauvais. La perte de 7 milliards a contraint Moscou à retirer les chasseurs survivants, pas les bombardiers, jusqu'à proximité de l'Alaska. Le fait est que les Russes pensent, l'aviation stratégique nucléaire russe pense, que leurs bombardiers sont plus en sécurité en étant presque collés à la frontière des États-Unis. C'est ironique et drôle. Ces bombardiers ont été créés dans le seul but de frapper les États-Unis avec des ogives nucléaires, c'est-à-dire des bombes nucléaires. C'est pour cela qu'ils existent et maintenant, l'endroit le plus sûr pour eux est près de la frontière des États-Unis, aussi loin physiquement que possible de l'Ukraine. Des images satellites du 4 juin ont montré le Tupolev 160 Anadyr Runaway. Cet avion n'était pas apparu ici depuis des mois. La base n'abritait auparavant aucun bombardier stratégique. La Russie n'a pas envoyé le bombardier là-bas pour lancer des attaques, elle l'a envoyé pour le protéger et il n'y a pas d'accès routier permanent. Seuls 230 km sur les 2300 km prévus de l'autoroute existent dans le cadre de l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine. Et c'est là que tout a commencé. Je veux dire, les Russes ne peuvent pas protéger leur aviation à long rayon d'action. Ils doivent la rapprocher de la frontière des États-Unis parce que honnêtement, c'est plus sûr là-bas qu'à la frontière ukrainienne. Si vous aviez dit cela à Brejnev dans les années 80, il y a 40 ans, le Tupolev 6S et le 95 MS seront à 500 km du poste frontière de l'Alaska parce que c'est plus sûr là-bas. Brejnev mourrait instantanément. Mes amis, voici un petit cadeau pour bien débuter votre semaine. Je vous présente une autre invention russe que nous n'avons pas vue presque chaque semaine. Nous découvrons ces nouvelles inventions parce que les Russes sont vraiment inventifs quand il s'agit de technologie de pacotille. Dans ce cas, ils ont pris une baignoire, l'ont peinte en vert et en ont fait cette espèce de moto. Avec, je veux dire, c'est clairement une baignoire. Mais bon, ça marche si tu veux être éliminé le plus vite possible à l'avant. Ouais, c'est avec ça qu'ils vont partir à l'assaut. Il y a un siège, un autre siège à l'arrière et 2 ou 3 soldats russes peuvent être dans la baignoire. Donc, c'est un moyen de transport pour une demi-section dans l'armée russe. Une demi-section est transportée par ce véhicule magique juste ici jusqu'à leur élimination. Maintenant, faisons une brève visite au pont de Crimée parce que la semaine dernière, l'Ukraine a attaqué le pont de Crimée. Enfin, n'a pas attaqué, mais l'a fait exploser. Un bel et joli petit explosif. Quand je dis petit, je veux dire 1000 kg de trinitrotoluène sur la fondation du pont ferroviaire. Comment les Russes vont-ils réagir à cela? Eh bien, je suis content que vous posiez la question parce que nous les voyons déployer des systèmes de défense anti-drones marins à 2 couches. Il y avait une couche auparavant, maintenant il y en a une autre qui a été ajoutée. Ils vont simplement mettre autant de couches que possible pour défendre ce pont. Ils sont presque désespérés en fait à ce stade, mais je dois mentionner que ça fonctionne. Les drones marins ukrainiens ont essayé, ont attaqué ces barricades et malheureusement, ils sont assez difficiles à détruire avec des drones marins. Il en faut pas mal et si vous devez en utiliser 5 ou 6, c'est aussi assez coûteux pour détruire quelque chose d'assez bon marché. Les barricades fonctionnent, mais leur nombre est problématique. Et le fait que les Russes, avec toutes leurs armes, ne puissent pas protéger le pont autrement qu'en déployant ces barricades flottantes, c'est un peu ironique et drôle, mais elles fonctionnent maintenant. La circulation sur le pont de Crimée a toujours été très chaotique pendant toute cette guerre, chaque fois qu'il se passe quelque chose en Crimée. Ils ferment ce pont en le transformant en parking. Sur toute la longueur du pont, que ce soit 20 km, 15 ou autre, l'ensemble est concerné. Il sera rempli de voitures parce que c'est un pont très fréquenté et si jamais quelque chose explose à côté, et c'est toujours le cas avec les drones ukrainiens, tout le monde doit rester sur ce pont pendant des heures, parfois plus d'une journée et c'est le cas en ce moment.
De plus, les personnes qui traversent ce pont savent déjà que parcourir ces 15 kilomètres peut parfois leur prendre des dizaines d'heures et ils ne savent jamais quand cela arrivera. Aussi, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, l'Ukraine a réussi à transformer cette attaque en opération toile d'araignée et peut-être maintenant en opération toile d'araignée 2.0. Les trains sont devenus bien plus importants qu'avant. Regardez. C'était une attaque avec des drones contre du matériel militaire comme des avions, des chars et tout le reste. Mais maintenant, cela s'est transformé en une énorme paranoïa dans la tête des services de sécurité russes parce que le service fédéral de sécurité est censé aussi s'occuper de la sécurité intérieure en Russie pour contrecarrer des plans comme celui-là. Ils ont échoué, donc il y aura des conséquences. Ils en sont responsables aux yeux de Poutine. Alors maintenant, ils contrôlent chaque camion. Ce sont des camions qui entrent des sortes de Crimée. La liste, l'embouteillage, c'est sans fin, ça dure des jours entiers. Il faut attendre des jours dans cette file pour entrer et sortir de la péninsule. Ça ralentit la logistique, ralentit les entreprises, réduit les revenus. C'est mauvais pour tous si ce genre de paranoïa existe et que chaque camion doit être contrôlé par une force de sécurité publique et des services de sécurité en sous-effectif. Donc l'Ukraine a réussi à accentuer cette paranoïa en Russie, ce qui à mon avis est un coup de génie. Mais maintenant, mes amis, je veux vous présenter un agriculteur ukrainien. Où est cet agriculteur? Vous pourriez demander, je ne vois que de l'artillerie en train de tirer. Eh bien, regardez encore, le voici. C'était une position d'artillerie avancée ukrainienne tirant sur les lignes russes. À seulement 200 mètres de là se trouve un agriculteur ukrainien. Je ne sais pas ce qu'il fait parce que ce n'est pas encore le moment de couper quoi que ce soit, mais je suppose qu'il retourne la terre pour l'aérer, vous savez, l'aérer et la préparer pour la récolte des cultures, le semis des cultures. Désolé, mais c'est une zone de guerre. Il y a probablement des mines dans ce champ, il y a de l'artillerie active qui tire juste ici. Mais les agriculteurs ukrainiens doivent vivre. Leur revenu vient de ces champs, donc c'est une question de vie ou de mort pour eux de toute façon. Autant planter vos cultures, les semer que les récolter à la fin de la saison. Au fait, mes amis, le saviez-vous? Sur les 12 millions de personnes vivant dans la ville de Moscou, environ 1 500 000 à 2 millions d'entre elles sont musulmanes. Donc un très pourcentage important de ces personnes, je veux dire, on pourrait penser, oh oui, Moscou c'est seulement russe. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes d'Asie centrale y vivent, même sans compter les musulmans. Des gens du Daghestan, du Kazakhstan, du Tadjikistan et du Kirghizistan viennent tous travailler à Moscou. Donc, sur les 12 millions de personnes qui vivent à Moscou, Moscou est étonnamment multiculturel. Et ce n'est pas russe, c'est tout sauf russe. Dans cette vidéo, vous pouvez voir des dizaines de milliers de ces musulmans qui ont récemment prié ensemble à Moscou. On pourrait croire que c'est Londres, mais non, c'est bien Moscou. Il y en a beaucoup. On parle, oui, de plus d'1 million de musulmans vivant à Moscou qui ne sont pas du tout russes, qui sont daguestanais, qui sont tchétchènes et de beaucoup d'autres régions, des régions musulmanes ou des pays musulmans. J'en parle car les tensions religieuses à Moscou et en Russie sont visibles de tous. Ici, par exemple, on voit les marches chrétiennes anti-musulmanes de Moscou qui réclament les Kadyrovites. Abdi Alaudinov est puni et un prêtre russe est réintégré parce qu'un certain prêtre russe a critiqué les musulmans en Russie. Et il a été, vous savez, retiré de la clerc, ou, désolé, je manque de mots ici. En fait, l'Église orthodoxe russe est la structure de pouvoir qui prolonge la main du force de sécurité publique. Donc, le force de sécurité publique a tout intérêt à garder la Tchétchénie sous contrôle. Ils doivent donc montrer un certain respect envers les musulmans tchétchènes. Abdialovdino est le plus puissant à Moscou, c'est l'ami de Kadyrov. Donc le prêtre chrétien Gabriel a critiqué les musulmans et il a été immédiatement démis de ses fonctions cléricales. Et maintenant, il s'agit d'une marche pour que le prêtre chrétien soit réintégré et c'est une marche très anti-musulmane. Donc ces tensions sont bien réelles. Elles ont été réprimées depuis la dernière guerre de Tchétchénie, la dernière dans les années 90, à la fin des années 90.
mais elles finiront par exploser à nouveau. Juste une autre séquence pour vous. Moscou, la population musulmane est extrêmement nombreuse. C'est inimaginable. Regardez ça, ils ont des mosquées là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles sont grandes, à quel point la population musulmane est importante à Moscou et en Russie en général. Très bien, mes amis, je sais que vous l'attendiez. Dans chaque vidéo, je vous montre ce que les drones ukrainiens ont frappé et ils ont encore frappé quelque chose au cours des 2 derniers jours. Tcheboksary, Fédération de Russie, et c'est à 1000 km de l'Ukraine. Et cette usine fabrique des pièces électroniques pour les systèmes S-300, S-400 et même soi-disant pour le char Armata qui n'existe pas et dont il n'y a que seuls des prototypes existent. Regardons la vidéo. Une famille se réunit autour de leurs panneaux pour regarder dehors les magnifiques feux d'artifice à Moscou. En Russie, que se passe-t-il? Ils capturent un moment rare où un drone ukrainien sauvage et pillé se connecte à l'usine. Wow, la liberté exportée en Russie, c'est le seul aperçu de la démocratie qu'ils auront. C'est magnifique, comme on peut le voir sur la vidéo. L'usine est en train de brûler. Ça ne va pas fonctionner de sitôt. Voici une autre vidéo d'une autre femme russe debout sur son panneau, sa voiture, son toit ou à sa fenêtre, qui dit simplement « guerre » et des gros mots, elle dit « guerre ». Pourquoi ne pas laisser faire à ce stade? C'est drôle comme ils se sont fait prendre. Leurs commentaires sont toujours très simples, très vulgaires et tellement russes. De toute façon, elle voit le drone et se dit « je me casse d'ici, salut, ça va, je pars ». Il y a eu une autre attaque. Au moins 5 explosions ont eu lieu à Novomoskovsk, ce qui signifie Nouvelle Moscou, à peu près Novomoskovsk, dans la région de Toula. En Russie, les habitants ont entendu entre 5 et 8 explosions. Les chaînes locales Telegram écrivent que l'un des drones a frappé l'usine chimique Azot. Les informations sont en cours de vérification. Il y a environ 3 semaines, j'avais couvert le fait que l'Ukraine avait attaqué cette usine chimique. Les usines russes sont gigantesques et couvrent de vastes zones nécessitant des attaques répétées. Honnêtement, je pense que cette usine chimique Azot a été attaquée une fois par mois en 2025. Mais les images sont encore magnifiques et elles viennent de véritables citoyens russes qui nous offrent ces superbes vidéos. Ils filment comment les drones ukrainiens démantèlent leur complexe industriel. Maintenant, nous passons à une autre attaque qui a eu lieu jeudi dernier. Vendredi, j'ai abordé le sujet et nous avons maintenant plus d'informations à ce propos. Il s'agissait d'un complexe de missiles Iskander détruit, mais les Russes eux-mêmes rapportent qu'il n'y en avait qu'un. Des hélicoptères Mi-8 et Mi-35 à l'aérodrome de Bryansk. Maintenant, peu importe lesquels c'est vraiment grave, je veux dire, que ce soit les hélicoptères ou l'Iskander. Ce qui est embarrassant pour les Russes, c'est que les Ukrainiens soient capables de détruire leur matériel militaire à leur guise. Donc, ils choisissent généralement un système d'armes moins cher ou moins rare qui a été détruit. Quelque chose qu'ils doivent admettre, ils diraient, d'accord, peut-être que c'était un Mi-8. Pour les Russes, il est plus important de sauver la face que de réellement changer le fait que cela aurait pu être un Iskander. Et bien sûr, nous ne pouvions pas passer à côté de cela sans montrer des drones ukrainiens pillés à Moscou. Évidemment, des citoyens russes les filment pour nous. Encore une fois, cela s'est produit le 7 juin survolant la banlieue de Moscou à la recherche d'usines de l'industrie militaire. Et nous voyons 3 types différents de drones longue portée. L'Out était le premier et celui-ci est différent avec sa forme triangulaire. Ce n'est pas un drone Loot, mais l'Ukraine a de nombreux drones longue portée différents en production de masse qu'ils envoient à Moscou pour livrer des cadeaux. Maintenant, nous allons à la frontière russo-ukrainienne et les Russes y ont fait quelque chose de vraiment grave. Je veux dire, c'était dégoûtant quand il y avait les pourparlers d'Istanbul. Maintenant, les pourparlers de paix sont terminés, Dieu merci. Ils étaient horribles et tout cela ressemblait à un spectacle pour Trump. Mais ils ont réglé une chose, ils ont échangé le côté russe et ukrainien. Ils sont tombés d'accord pour échanger les corps des soldats morts. Maintenant, ils ont fixé une date précise, 1200 corps de soldats ukrainiens tombés que la Russie va leur rendre.
Une date précise avait été fixée, mais ce que la Russie a fait, c'est qu'elle a amené tous ses corps 2 jours avant. Je veux dire, si vous avez une date précise, il faut avoir l'infrastructure et le personnel prêts à recevoir plus de 1000 soldats décédés. Si vous les amenez 2 jours avant, imaginez ce qui peut se passer sous la chaleur de l'Ukraine quand vous avez 1000 de ces corps au même endroit. Et les Ukrainiens ne peuvent pas les recevoir parce que la date était censée être dans 2 jours. Et les Russes en ont immédiatement fait une énorme campagne d'information contre les Ukrainiens, disant que nous avons apporté ces corps, mais que les Ukrainiens ne veulent pas les recevoir. Ils font des vidéos d'actualité à leur sujet et ces corps sont en fait juste ici, dans ces camions remplis à ras-bord. C'est aussi ignoble et bas que ce que les Russes peuvent faire, mais le fait est que c'était censé arriver dans 2 jours, mais les camions sont déjà là. Et maintenant, l'Ukraine est obligée de mobiliser tout le monde pour pouvoir les recevoir. Mais la Russie veut simplement produire de la propagande interne en montrant qu'ils ont ramené ces corps comme un geste de bonne volonté. Alors qu'en réalité, tout cela était prévu lors des pourparlers d'Istanbul, tout avait été convenu. Seule la Russie a violé cet accord en réalisant maintenant ces vidéos de propagande et ces mises en scène ici. L'Ukraine rendra aussi les corps à la Russie. Maintenant, pour la dernière nouvelle d'aujourd'hui, nous recevons des rapports de marins de la flotte russe de la mer Noire. Les Russes ont commencé à se pencher sur les raisons pour lesquelles il y a tant de dysfonctionnements dans les navires de la flotte russe de la mer Noire. La plupart des navires de la flotte de la mer Noire sont à quai dans le port. Ils ne veulent pas sortir parce que depuis que l'Ukraine a déployé ses drones en mer Noire, tout ce qui bouge sera coulé. L'Ukraine contrôle la majeure partie de la mer Noire. Alors pourquoi les navires russes ont-ils ces dysfonctionnements s'ils ne naviguent même pas? Les sous-marins de la flotte russe de la mer Noire basés à Novorossiysk souffriraient de pannes mécaniques constantes. Que se passe-t-il? Lesquels sont attribués à du sabotage? Les coupables présumés ne seraient pas des Ukrainiens, mais le personnel même de la flotte. Eh bien, quelle surprise! La chaîne Telegram russe rapporte cela selon une source. Depuis le début de 2024, des pannes constantes surviennent sur les sous-marins de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie. À cause de cela, tous les navires de la flotte de la mer Noire sont envoyés pour inspection. Encore plus intéressant est la raison de ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les saboteurs ukrainiens qui sont soupçonnés, mais le personnel de la flotte. Selon la source, plus de 50 incidents mineurs se sont produits sur les sous-marins Kolpino et Krasnodar au cours de l'année, ce qui a ralenti leur travail programmé et leurs opérations de combat. La plus courante est une fuite dans le cylindre de carburant. Nous pouvons même voir la photo. C'est clairement d'origine humaine et il n'y a pas d'Ukrainiens sur ce sous-marin. Je veux dire, ce serait pratiquement impossible pour les Ukrainiens. Il serait plus facile d'utiliser une torpille ou un drone sous-marin pour détruire ces sous-marins. Ce sont des marins russes qui ne veulent pas être déployés sur un sous-marin en mer Noire parce qu'ils ont peur des drones maritimes ukrainiens. Ce qui montre encore une fois que vous avez ce système d'armes, un drone maritime. Mais la peur que cela provoque dans la tête de l'ennemi suffit à les pousser à détruire leurs propres navires. Juste une petite fuite dans le cylindre de carburant, tout le navire doit être inspecté pendant des jours, voire des mois pour trouver cette fuite. Ils la trouvent, la réparent. C'est si facile de recommencer. Donc oui, ils ne veulent pas partir, ils ne partent pas. Tu sais, la côte de la mer Noire, c'est en grande partie un paradis. Si tu es un marin russe à Novorossiysk, tu n'as pas envie d'être déployé sur la mer Noire qui est contrôlée par des drones ukrainiens. Tu veux rester au port, tu veux t'amuser dans les casinos là-bas et les zones de kurort et leurs clubs de striptease. Quoi qu'ils fassent, leurs marins russes ne veulent pas se retrouver dans ces cercueils russes sous l'eau. Ils saboteront leurs propres navires avant de partir.